Bonjour Béa. Bonjour Léo. C'est cool de commencer avec toi. Je sais pas, on verra. Parce que j'ai envie d'interviewer des personnes, je vais appeler ça échange de haut niveau. Ok, mais t'as pris la plus petite pour ton échange de haut niveau. Oui, parce que ça veut dire que tout ce qui est petit est peut-être de très haut niveau. Donc, d'où ma première question. Je te remercie, on verra ça. Le haut niveau, c'est quoi pour toi? Le haut niveau en quoi? Le haut niveau. Ta définition du haut niveau. Alors, ma définition du haut niveau, c'est quand on maîtrise un sujet, un concept ou une situation avec un certain niveau d'expertise. Quand on est assez spécialisé là-dedans, qu'on a une expérience, des connaissances qui nous permettent de voir les choses de manière globale. Ok, ça c'est une définition professionnelle. Oui. Ok, il peut y avoir une définition du haut niveau personnel. Il me semble que Lio est coach. Oui, bah oui, du haut niveau personnel. Alors, pour moi, quand on parle de haut niveau personnel, du coup, on parle de la valeur qu'on se donne à soi-même, tu vois. Par exemple, si moi, j'imagine me demander de quel niveau je suis, est-ce que je suis d'un haut niveau là-dedans ou pas, je parle de ma vision à moi, de mes compétences, de mes savoirs, etc. Du coup, là, tu vois, par rapport à mon job et ce que je fais, même si tu as mis le pro d'un côté, je parle d'estime de moi. Alors que le haut niveau dont je te parlais juste avant, savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à son expertise, sa spécificité, pour moi, c'était plus de la confiance. Du coup, ouais, tu as raison, ça fait une vraie différence entre le haut niveau qu'on peut acquérir et atteindre en pro et le haut niveau qu'on pense avoir au niveau perso, qui n'est peut-être pas du haut niveau pour quelqu'un d'autre, ou qui est peut-être du super haut niveau pour une autre personne. Ok. Et toi, ton haut niveau à toi, c'est quoi? Tu veux vraiment le savoir? Ouais. Je sais pas si je peux le dire devant les caméras. Mon haut niveau à moi, J'aime bien ta question. Attends, je vais réfléchir un peu pour voir ce que je peux vraiment dire de précis. Mon haut niveau à moi, dans mon job, par exemple, bah, c'est ce que je déploie et quotidiennement. C'est-à-dire que je me suis spécialisée dans quelque chose qui me tient à cœur et qui est tout ce qui concerne le monde émotionnel et savoir de quelle manière il est fait, de quoi il se compose, comment on le gère et du coup ce qui anime les relations entre les personnes, tu vois, en termes de communication. Donc mon haut niveau, il est pointu et ciblé là-dessus, sur tout ce qui concerne de manière plus globale, maintenant c'est un terme que les gens connaissent un petit peu, l'intelligence émotionnelle. Là j'ai du haut niveau. Là. Ok. Et comment tu t'y prends? Pour le transmettre, pour le partager, pour tout faire. Comment tu l'utilises, ce haut niveau? Comment tu le rends performant? Qu'est-ce que tu en fais? Ouais, alors, comment je l'utilise? Alors là, il y a le pro et il y a le perso aussi. C'est-à-dire que quand on parle des émotions, il faut être calé là-dessus. Enfin, calé, on parle de quelque chose d'humain. Ça veut dire que même si on travaille à fond et qu'on a une expertise et un haut niveau dans le domaine professionnel là-dessus, on n'arrive pas toujours à le mettre en œuvre dans la vie perso. Alors ça, c'est intéressant parce que je sais, par exemple, à titre perso, je le mets un peu mieux en œuvre que d'autres personnes, mais je ne suis pas non plus au taquet parce que je reste humaine et gérer ses émotions, c'est pas forcément facile. Dans le pro, c'est différent parce que j'ai appris à me détacher un peu plus des situations, à prendre du recul et à travailler sur l'empathie. Et l'empathie, c'est pas la sympathie, c'est pas les affects, c'est pas tout ça. Et du coup, développer l'intelligence émotionnelle du côté professionnel en formation ou en conférence, une fois qu'on a appris les mécanismes, c'est quand même beaucoup plus simple que dans la vie perso où les affects touchent beaucoup plus. Et du coup, où c'est moins facile à calibrer et donc à utiliser, même si tu l'as bien appris. Ok, donc toi tu fais partie du haut niveau dans l'intelligence émotionnelle. Absolument. Tu la maîtrises mieux dans le côté professionnel que parfois personnellement. C'est ce que je pense, oui. Donc c'est aujourd'hui, ce haut niveau, c'est un petit peu une... comment je pourrais dire? Pas une finalité, mais c'est une convergence de plein de choses que tu as vécues dans ta vie qui t'amènent là aujourd'hui. Ouais. On t'a attaqué très rapidement sur le haut niveau, mais en fait, t'es qui toi? Comment t'es arrivé à avoir cette expertise? C'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire, tu veux l'histoire un peu de ma vie comme ça? Comment tu te retrouves à être une experte haut niveau de l'intelligence émotionnelle? Parce qu'on a attaqué tout de suite par Béa, super, mais les gens qui vont te regarder ne te connaissent pas, quoi. C'est quoi ton histoire?
Alors, mon petite histoire, j'ai une très belle histoire, moi, dans une famille très aimante, avec des parents, c'était parfait. Enfin, parfait. Le père italien, mais tout parfait. J'ai été aimée, un frère, une sœur. Et puis, je suis devenue instite. Donc, en fait, quand je réfléchis à ta question, ben, j'ai déjà réfléchi un peu avant pour savoir ce qui m'avait amené là. J'ai créé des voyages. Donc, je suis allée un peu dans le monde pour ouais, fabriquer des voyages sur mesure pour d'autres personnes. Donc, ce qui a toujours conduit ma vie, c'est la relation aux autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, quel était leur monde. Et ensuite, j'ai été instite. Alors, j'ai travaillé avec les petits et les petits, hein, de maternelle de 2-3 ans, avant de travailler avec les enfants handicapés. Et les enfants, en fait, c'est que des êtres d'émotion. Ils ont que de ça en eux. La raison, l'intelligence qu'on appellerait intellectuelle, cognitive, ils la construisent. C'est en construction, donc ils n'ont pas exactement la logique, la planification, tout ça. Et en les observant, tu apprends beaucoup des émotions et tu apprends surtout qu'en étant adulte, bah, on t'a un peu cadré, c'est normal. Dans la société, il y a des règles à respecter, il y a des normes. Mais quelquefois, tu les prends un peu trop, ou tu crois, en termes de croyance, qu'il faut être comme ça, être comme ça, être comme ça, dans telle situation, dans tel contexte, dans tel environnement. Et du coup, tes émotions, qui pourtant sont au fond de toi, tu les vis plus forcément. Du coup, tu les maîtrises pas, mais tu n'en as plus non plus conscience, tu vois. Donc elles vivent là, c'est tout un bazar là-bas dedans. Des fois t'es bien, des fois t'es pas bien, mais tu te poses même plus la question, sauf quand t'es vraiment trop mal. Donc c'est ce qui m'est arrivé en fait au décès de mon père, parce qu'il a été malade pendant quelques temps, et les derniers jours je suis beaucoup allée le voir à l'hôpital, et on a beaucoup discuté. Et j'avais, arrête c'est chiant, je vais pleurer. Là, j'ai découvert qu'en fait, il faut parler aux gens et il faut montrer tes émotions quand c'est le moment, tu vois. Et c'est pas une question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de montrer tes émotions. La question, elle est juste comment tu les ajustes, comment tu les équilibres, comment tu les gères pour pas envahir les autres, pour pas non plus les exagérer, mais en tout cas, ne pas les nier ni les fuir. Et bah, justement, quand mon père avait son cancer, j'allais à plein de conférences. Il y a un cancérologue belge qui avait dit, derrière toute grande maladie, il y a un schéma émotionnel qui s'ignore. De ce jour-là, j'ai juré, je dis, moi je ne serai jamais malade. Je vais mourir à 102 ans et je ne serai pas malade. Et j'ai redécouvert, j'ai toujours fait du théâtre, mais du coup, même en faisant du théâtre, je faisais un peu la rigolote, mais peut-être que j'écoutais pas assez mes émotions, mais c'était un moyen d'eux. En tout cas, à partir de ce moment-là où mon père a été malade, j'ai redécouvert qu'on avait des émotions, que c'est ce qui nous rendait vivants, c'est ce qui nous faisait vibrer. Et je me suis dit, c'est certainement ça ma mission. J'ai été connectée à des gens de l'étranger quand je préparais mes voyages, quand j'organisais mes voyages. Ensuite, à des petits bouts qui avaient 2-3 ans, qui ne connaissaient rien au monde de la raison. Et du coup, peut-être qu'en faisant un mix des deux, je vais pouvoir comprendre comment les émotions sont toujours présentes en chacun de nous. Et c'est pas une histoire d'aller retrouver son enfant intérieur ou je sais pas quoi, ou machin. C'est juste que c'est là et qu'on peut en prendre conscience, même s'il y en a qui restent inconscientes. Et du coup, voilà. Du coup, maintenant, je fais des spectacles. Et dans mes spectacles, je parle des enfants. Parce que je parle évidemment des émotions. Et du coup, il ne faut pas être que là-dedans, mais il ne faut pas être que dans le reste non plus, c'est-à-dire dans le raisonnement et dans tout ce qui peut être intellectuel ou intellectualisé. Et tout ce monde des enfants nous permet quand même de voir les choses différemment parce qu'ils ont tout ce que tout le monde veut avoir. La spontanéité, l'audace, le fait que rien n'est impossible. Et donc après, il reste juste à l'organiser, quoi. Okay. Voilà. Tu as dit que tu allais aujourd'hui pouvoir comprendre les émotions. Tu ne les comprends toujours pas. Mais des fois, non. C'est-à-dire, la dernière fois où tu n'as pas pu comprendre une émotion, toi en tant que personne, c'était quand? Où j'ai pas pu comprendre l'émotion. Comprendre l'émotion ou la gérer? Alors, c'est plutôt la gérer. La gérer. Voilà, parce qu'en fait, ce travail-là, il m'a vraiment permis, ça pour le coup, d'identifier. Donc, je sais dire ce que je ressens, je sais connecter ça à un besoin, tu vois. Je ressens telle émotion parce que j'ai besoin de ça. Donc, la compréhension de ce monde-là, je l'ai. Après, la gérer, c'était il n'y a pas très longtemps. Je te remercie de ta question. C'était parce que ça m'a fait descendre c'est pas en énergie basse, ça m'a fait descendre dans une émotion absolument désagréable et inconfortable, ok. Et du coup là, il y a plein de petits moyens de faire. Comment remonter l'énergie, oui, mais surtout
de changer de côté ton système émotionnel et du négatif passer au positif. Donc tu peux aller te faire un marathon, hein, tu peux respirer, tu peux aller voir des amis et ça te change ton système émotionnel, mais c'est pas instantané. Et c'est là que tu vois la limite, c'est-à-dire que c'était une situation très personnelle qui m'a beaucoup affectée et du coup tu te rends compte que quand tes affects jouent, c'est toujours là où se situent les principales limites. Donc même dans une entreprise, du coup, quand tu bosses en pro et que tu expliques aux managers en termes de compétences émotionnelles de quelle manière on peut travailler, si eux, ils sont dans une situation ou sur un dossier, sur une question de rentabilité, de performance ou autre, ils sont très affectés émotionnellement parce que ça fait 18 mois ou 24 mois qu'ils bossent dessus, c'est complexe de gérer ces émotions. Voilà. C'est vraiment, je pense, dans l'intelligence émotionnelle, le côté le plus difficile et sur lequel on a le plus de boulot. Et d'un côté, j'espère bien que je n'y arriverai jamais absolument totalement, parce que c'est ça aussi qui me permet de continuer d'apprendre, tu vois, et d'acquérir de nouveaux outils, de regarder un peu à droite, à gauche, ce qui se passe, comment il a fait lui, comment elle a fait elle, et du coup de progresser tout le temps, parce que si jamais un jour je me disais « Oh ça y est, je suis au top là », bah, peut-être que d'un seul coup, je pourrais aussi, dans un deuxième temps, me dire j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai plus besoin d'aller plus loin, je sais faire. Alors, comme tu le dis souvent, l'humilité est très importante. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu nous as parlé de tes spectacles, mais tu fais quoi aussi? Tu es coach, tu accompagnes les personnes sur ce haut niveau-là? Absolument, oui. Donc, je fais des formations, j'anime des conférences, et mes formations ou des ateliers, hein, peu importe, et je coach, exactement comme tu le dis, tout sur la même thématique, l'intelligence émotionnelle. Donc mon public, il est très diversifié, il peut aller du personnel, des personnels qui encadrent les enfants, aux managers dans des entreprises, ou même des équipes tout simplement de commerciaux, par exemple, ça m'est arrivé 2 fois, c'est pas la majorité, mais ça m'est arrivé quand même, et j'ai à peu près 30% de mes coachings, c'est du coaching scolaire, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, soit qui sont en perte d'orientation, soit qui sont déscolarisés, soit qui n'ont pas confiance en eux, soit qui se sentent pas bien à l'école. Voilà, mes angles vraiment autour de l'intelligence émotionnelle, c'est de travailler sur les leviers de motivation, sur tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, tout ce qui est cohésion d'équipe, de groupe, parce qu'on ne peut pas faire sans les autres, même si on ne s'entend pas avec tout le monde, et tout ce qui est qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, ça peut être la qualité de vie à l'école, quand on est un collégien ou un lycéen. Donc voilà. En parlant de l'école, tu as travaillé dans les écoles, avec des trucs, un monde que moi je connais pas du tout, les petits, voire plus petits que petits. Si on devait revoir l'éducation nationale avec de l'intelligence émotionnelle, tu ferais comment et ça donnerait quoi? Alors, il y a plusieurs possibilités de faire, mais déjà ce que je voudrais dire, c'est que l'éducation nationale commence à s'intéresser à ces paramètres. Donc ça, je trouve ça chouette. Ce qui est plus complexe, c'est qu'il y a tellement de personnes qui œuvrent dans l'intelligence émotionnelle, dans la communication non violente, etc., que l'institution ne sait pas toujours où aller voir et qui choisir. Bon, donc ça, c'est un côté, mais ça commence à naître un peu dans le système scolaire. Et ensuite, si tu me demandes comment je vais faire, on commence dès les toutes petites classes parce que les enfants, ils sont absolument capables de comprendre tout ce qui se passe en eux en termes émotionnels. Donc, il suffit de les prendre et puis de les faire parler. C'est très, très simple. Tandis que plus on grandit, moins on est capable de parler de ça. Ce qui me semble aussi, tu vois, si j'étais ministre, je donnerais aussi des cours de cerveau à partir du CP. Pour savoir de cerveau. Voilà. Pour savoir ce qui se passe dans ton cerveau. C'est-à-dire que moi, en DU de neurosciences, j'ai travaillé pendant une année complète sur le cerveau limbique, donc le cerveau des émotions, qui est connecté au cortex, donc qui est le cerveau plutôt de la raison, de la planification. Bon, je vais faire simple, hein. Le cortex, c'est quand tu fais des choix, quand tu prends des décisions. Et le limbique, c'est tes émotions. Donc, il se passe tout plein de choses dans ton cerveau. Et je crois vraiment que si tu apprenais ça, ce fonctionnement-là, ce système cérébral, neurologique, tout ce qui se passe là-dedans, tu parviendrais à mieux gérer tes comportements, tes réactions et tes comportements. Mais il faudrait que l'apprentissage commence tôt. Et au CP, ça pourrait très bien, voilà. Ça pourrait aussi aider à comprendre des méthodes d'apprentissage, à comprendre comment nous-mêmes on apprend. Parce que même quand on est adulte, je vois bien dans mes formations sur l'intelligence émotionnelle, tu as des personnes qui n'arrivent pas à être attentifs longtemps,
qui ont des capacités de mémorisation qui sont peut-être inférieures à d'autres. Et comment tu fais pour développer ça dans ton cerveau? Parce que tout est possible avec le cerveau. Donc tu attaquerais par les enfants, mais peut-être en se servant des instituteurs quand même. Absolument. Bah oui. Et oui, tu as raison. La formation, elle commence par les enseignants et même voire plus haut. C'est-à-dire qu'un enseignant qui est sur le terrain, il va avoir les enfants, mais il faut aussi que son N+1 ou N+2, il soit averti, dans le sens averti, pas je t'avertis d'eux, mais qu'il ait des connaissances sur ces sujets-là et qu'il soit persuadé que ça a du bon. Parce que c'est un enchaînement. Avec les outils du coaching, on pourrait leur apprendre à poser des questions pour qu'ils apprennent à réfléchir Oui. et à gérer leurs émotions et à Absolument. comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Absolument. Ça changerait la société? Ah bah complètement. En quoi? D'abord, je rebondis sur les outils du coaching. Quand tu dis poser des questions, écouter, laisser l'autre dans le silence. Tu vois, moi, quand j'étais instite, c'est des choses que je ne faisais pas. C'est-à-dire que je posais des questions auxquelles je connaissais les réponses. Tu vois. Donc c'était juste pour vérifier ou valider si le gamin savait. Ensuite, écouter, j'écoutais juste le temps de la réponse que j'attendais, mais écouter vraiment la personne, je ne savais pas exactement faire. Et c'est laisser l'autre dans son silence, s'il ne connaissait pas la réponse, ou même s'il avait une interrogation sur autre chose, je ne savais pas non plus. C'est absolument fondamental. J'ai découvert un monde unique, et que j'ai transmis aussi en formation d'enseignant, quand même pas mal. Et ça changerait tout dans la société, parce que tu rentres dans un processus, dans un système de pensée, en apprenant ces paradigmes-là, qui font qu'après, tu développes un certain comportement. Et du coup, on sait très bien qu'on a besoin de modèles et qu'on reproduit tout ce qu'on voit. Donc, si l'élève en classe, il a ces modèles-là en tant qu'enseignant, il va forcément s'imprégner de ça et il va forcément reproduire ça. Donc, lui-même, l'enfant, être plus dans le questionnement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de lui-même, savoir se poser des questions, et les bonnes, et en poser à d'autres, écouter et s'écouter, et aussi se dire, si je suis dans mon silence et que je suis tout seul et que j'ai une disserte à faire ou un truc, ou que j'ai une problématique sur mon problème de maths ou n'importe quoi, je peux rester dans mon silence et étudier toutes les solutions possibles. Ça changerait absolument tout. Et ça changerait quoi la société? Ça donnerait une société qui passe un peu, c'est des grands mots, mais quand même, qui passerait de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. Parce que du coup, tu gagnes dans ce dont tu parles, se poser des questions, s'écouter, etc. Ça te permet d'engager une meilleure communication avec les autres. Du coup, tu as moins peur des autres, parce que tu as confiance en toi, tu te dis là, stop, je te pose une question, j'écoute ce que tu dis, tu rentres dans le monde de l'autre, mais comme tout le monde a été éduqué pareil, les autres rentrent aussi dans ton monde. Du coup, il se crée comme une espèce de synergie, tu vois, où tout le monde est bienveillant, en tout cas empathique, en se disant, l'autre ne me dit pas ça pour m'attaquer. L'autre ne me pose pas cette question pour que je me justifie ou pour que je me sente coupable, tu vois. Donc, ça développerait évidemment un système plus équitable pour tout le monde et plus confortable. Tout à l'heure, tu as parlé de communication non violente. C'est-à-dire, on communique soit avec une batte de baseball, soit de façon non violente. C'est quoi exactement? J'adore cette question. La communication non violente, c'est un système, c'est un process de com. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que la communication, c'est inné. Tu vois, tu as des gens qui savent communiquer, puis tu en as d'autres, non. Ça, c'est valable quand il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire que tu as des gens qui savent entrer en relation plus facilement que d'autres. Mais c'est tout. Mais quand il y a un conflit, la communication qu'on doit instaurer entre les protagonistes, que ce soit un groupe ou deux personnes, oui, des fois on a un conflit avec nous-mêmes. Hein. Donc cette communication-là, pour la gérer, il y a des étapes en fait. C'est pas je fais tout et n'importe quoi à l'intuition. On peut faire comme ça, mais ça ne va pas réguler toutes les problématiques. Et donc, dans les systèmes de communication, Salomé par exemple, lui, il parle de communication relationnelle. Et Marshall Rosenberg, il a créé, lui, le processus de communication non violente, qui est maintenant beaucoup déployé par Thomas d'Ansembourg. Il y a 4 étapes. Okay. On commence par dire les faits, pour que tout le monde se mette d'accord sur les faits. Ensuite, on exprime nos sentiments. 3e étape, on les relie à nos besoins. Et 4e étape, on fait une demande à l'autre, ou au groupe, ou à l'institution. Bref, voilà, c'est un processus. Et c'est vrai que quand tu dis communication non violente, on se dit c'est bizarre, il y a l'autre communication avec la batte de baseball. Mais alors, sur le coup, tu dis non, c'est pas ça. Mais en vérité, si tu te relis à des situations de conflit, si en fait, il y en a qui n'ont pas la batte de baseball, mais ils l'ont quand même de manière virtuelle, tu vois un peu. Okay. Ça marche en couple?
C'est une double bonne question. Oui, ça peut marcher en couple. Si les deux personnes, tu vois, se considèrent dans le même espace de communication non violente. Sinon, moi j'engage les personnes qui sont formées en communication non violente ou qui partagent ça, ou en tout cas qui ont appris ça et qui savent pas trop comment faire avec quand la personne en face sait pas ce qu'elle renvoie, à quand même user de ça. Parce que de toute façon, tu changes pas les personnes qui sont en face de toi, mais toi tu peux te changer. Donc si tu restes aligné dans ton truc et tu dis ok, moi c'est comme ça que je procède en communication, tu vas dire ça à l'autre. Si l'autre n'est pas prêt à entendre, il a plein de possibilités. Soit il va fuir, soit il va se murer dans son silence parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et de toute façon, le silence, c'est une forme de communication. Et un jour, il sera prêt, ou pas, à écouter. Et s'il est jamais prêt à ça, c'est à toi après de voir ce que tu en fais. Parce que tu auras dit de toute façon ce que tu avais à dire. Si tu es capable d'attendre 3 mois ou 6 mois pour avoir une réponse ou pour reparler de la situation, tu attends. Si tu peux pas, tu prends une décision et tu fais des choix. Mais oui, ça peut très bien fonctionner en couple. Ok, merci. Avant qu'on termine, je crois que tu adores les smileys. Tu as un conseil par rapport aux smileys à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ah ben j'adore les smileys, c'est-à-dire que justement pour exprimer ses émotions, c'est toujours compliqué de trouver des mots. Donc moi j'invite les personnes, bon c'est ce que je fais pour moi, mais voilà c'est juste un exemple. Quand on va mal ou quand on va bien, ou tous les soirs, on se dit tiens aujourd'hui je finis ma journée, je regarde mon téléphone, quel smiley je choisis pour dire comment j'ai vécu ma journée, qu'est-ce qui se passe en moi là juste avant de me coucher, dans quel état je me trouve. Hop, on choisit le smiley. Ce qui est très important, c'est d'en garder une trace. Donc, même si on dessine mal, on peut le mettre sur un bout de papier, dans un bocal, dans une boîte. On peut dessiner ça sur un cahier. On peut le valider sur notre téléphone. Et puis, on regarde au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, les différents smileys qu'on a choisis. Ça nous montre un peu l'état général qu'on a sur le mois et ce qu'on peut en faire aussi derrière après. Ok. Voilà. Donc, toi, tu travailles avec les entreprises, oui. les collectivités, oui. les personnes non individuelles, exact. Et les adolescents. Oui. Ok. On mettra en bas de la vidéo comment te joindre. Tu as un dernier conseil à leur donner ou il y a quelque chose à dire sur toi en tant que coach? Sur quelle problématique on peut t'appeler vraiment? Si je peux parler de problématique, parce qu'il y a des gens, heureusement, qui vont bien. Absolument. Parce que, oui, tu as raison de dire ça, c'est-à-dire qu'on a toujours une problématique quelque part, même si on est performant, tout à l'heure tu parlais de haut niveau, même si on est à un haut niveau, on peut toujours chercher des outils et des éléments qui vont nous faire progresser pour optimiser encore davantage. Donc, on a toujours quelque part une problématique. Et avec moi, les personnes travaillent sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. C'est pas du tout la même chose, vraiment. Et sur tout ce qui est qualité de vie, au travail ou dans la vie personnelle. Et du coup, tout ça, ça tourne autour de la communication. Mais ma cible, c'est la gestion des émotions. Donc, c'est avec ça que je travaille. Et du coup, peut-être que ça ressort ou pas. Mais avec moi, on rigole bien. Tu vois, c'est un peu drôle. Donc, je travaille avec beaucoup de jeux. Enfin, voilà. Et comme je suis très créative, parce que ça, c'est un de mes points forts. J'ai des points faibles, mais ça, c'est un de mes points forts, la créativité. Il n'y a aucune des séances qui se ressemblent. Une fois on est à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois on est dans un grand espace, une fois dans une salle, une fois dans un café, une fois c'est un jeu de cartes, une fois c'est un jeu de dés, enfin voilà. C'est diversifié, c'est comme mon public, c'est un peu comme moi. Et voilà, si vous voulez vous amuser, ok, ma boîte s'appelle Be Enjoy Attitude. La seule chose que j'ai à dire, c'est prenez du plaisir, voilà, parce que faut arrêter de prendre la vie au sérieux, on s'en sortira pas vivant, de toute façon. Alors voilà, venez vous amuser avec moi si vous voulez travailler sur la confiance en vous et puis l'estime de vous. Et on peut venir se marrer avec toi sur tes spectacles. Oui aussi, absolument. Mais ça fait pas que rire, hein, parce que comme c'est émotionnel, il y a aussi des moments qui sont un peu plus empreints de sensibilité, tu vois. Parce que quand j'ai fait l'école de coaching avec toi, un jour, un jour, non, parce que tu en parles souvent, mais la première fois où j'ai entendu que tu parlais de vulnérabilité, et de vulnérabilité en tant que force, tu vois, parce qu'on est fort de nos fragilités et souvent de nos défauts et de nos côtés obscurs, donc il faut absolument aller chercher ça pour voir de quelle manière ça peut nous faire briller et du coup faire briller les autres. Ça m'a beaucoup interrogée, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc on rigole dans mes spectacles, mais il y a aussi des moments qui sont un peu plus mélancoliques peut-être. Voilà. Super. Merci. Merci Lio, beaucoup pour ta confiance. Vous la retrouverez sur la vidéo, il y aura ses coordonnées en bas. Prenez contact avec Béa, travaillez sur vous, travaillez sur vos émotions et puis bonne vie. Ciao.